sur les cours de Jean-Philippe pour une leçon consacrée à la mesure, à la théorie de la mesure. C'est la première leçon d'une suite de leçons consacrée à l'intégrale de Lebesgue. Henri Lebesgue, donc mathématicien français, né à la fin du XIXe siècle et qui a construit une nouvelle théorie de l'intégration qui succède à celle de Riemann et qui la perfectionne dans le sens où c'est une théorie de la mesure, basée sur la mesure, donc qui permet de savoir si un ensemble de R, de R2, de R puissance n est mesurable, de le mesurer bien sûr, et de construire une intégrale sur des ensembles très compliqués, sans avoir besoin de refaire à chaque fois une nouvelle théorie, parce qu'avec Riemann par exemple, on a l'intégrale simple, et il faut presque tout refaire pour l'intégrale double, pour l'intégrale triple, etc. Donc c'est une théorie qui est bien finie de A à Z et que Henri Lebesgue a fait au début de sa carrière de mathématicien. Voilà, alors pas tout seul, c'était pas le premier qui s'est intéressé à ça, il y a eu des gens comme Cantor et comme Borel, enfin, c'est lui qui a achevé parfaitement cette théorie qui n'a pas bougé depuis un siècle et qui est basée déjà sur la notion de tribu. Alors une tribu, dans toute cette leçon, E est un ensemble non vide, B est inclus dans P de E, l'ensemble des parties de E. On dit que B est une tribu si vide appartient à B, si quand X appartient à B, X bar, le complémentaire de X par rapport à E, appartient à B, et si Xn est une famille d'éléments de B, alors l'union des Xn appartient à B. Alors un exemple, c'est l'ensemble formé de vide et puis de E. C'est une tribu sur E, et c'est même la plus petite, parce que si on a une tribu sur E, vide appartient à B, et le complémentaire aussi, le complémentaire de vide c'est E, donc il faut qu'il y ait vide et E. Bon, il est évident qu'à ce moment-là, le complémentaire de E c'est vide, et que si on prend une famille de ça, eh bien elle va être composée de vide et de E, donc l'union va faire soit vide, soit E. D'accord? Et donc on reste là-dedans. Donc ça c'est la plus petite tribu qui contienne, plus petite tribu sur E. Et puis la plus grande, bah évidemment, c'est forcément P de E, donc là c'est évident que vide appartient à P de E. De toute façon, tout appartient à P de E, donc tout ça c'est vrai. Voilà. Propriété, si B est une tribu sur E, alors E appartient à B. Si X, Y appartiennent à B, alors X union Y, X inter Y, X moins Y appartient à B. Si Xn est une famille dénombrable d'éléments de B, alors l'intersection appartient à B. Et si xk est une famille finie, alors l'union et l'intersection appartiennent à B. Démonstration. Alors E, c'est le complémentaire de vide, ça on l'avait déjà fait. Petit 2, donc on a xy et on veut démontrer que x union y appartient à B. On va poser x0 égale x1. Non, x0 est égal à x, pardon, oui c'est ça. x1 est égal à y, et pour n supérieur ou égal à 2, xn est égal à vide. Alors, xn est évidemment une famille de B, puisque vide appartient à B. Et si je fais la réunion des xn, évidemment ça fait x union y, puis derrière il n'y a que des vides, donc ça fait x union y. Et donc x union y appartient à B, puisque cette réunion doit appartenir à B. Voilà. X bar, y bar appartiennent à B, puisque x, y appartiennent à B. Donc la réunion appartient à B, donc le complémentaire de cette réunion appartient à B. Et ça fait exactement x inter y, qui appartient donc à B. Puis x privé de y, c'est x inter y bar. X appartient à B, y appartient à B, donc y bar aussi. Donc l'intersection appartient à B. Petit 3, donc on a une famille quelconque, c'est toujours la même chose, l'intersection de cette famille, c'est la complémentaire de la réunion des complémentaires. Donc comme les complémentaires appartiennent à B, la réunion appartient à B et le complémentaire appartient à B. On pose xk égale, là on a un nombre fini, donc là on fait comme on a fait pour x union y, c'est-à-dire on pose xk égale vide pour k supérieur ou égal à n plus 1, et donc l'union de 1 à n des xk, c'est l'union de 1 à l'infini des xk, donc ça appartient à B, et l'union de 1 à n des xk, l'intersection,
c'est le complémentaire de la réunion des x k bar. Donc ça, comme les x k bar appartiennent à B, que leur réunion appartient à B, et bien, complémentaire aussi. Toute réunion, alors ce que ça exprime, ça, c'est que toute réunion dénombrable, toute intersection dénombrable d'éléments d'une tribu appartiennent à la tribu. Notion de tribu engendrée. Eh bien, soit E, alors E comme ça, une partie de P de E. Il existe une plus petite, pour l'inclusion, une plus petite tribu sur E qui contienne cette partie. On la note comme ça ou comme ça. Soit delta l'ensemble des démonstrations, soit delta l'ensemble des tribus sur E qui contiennent E. Alors évidemment, il y en a une, hein, c'est P de E, donc ça veut dire que delta est différent du vide. Hein. Eh bien, j'appelle T l'intersection de toutes les tribus qui contiennent E. Tribus sur E qui contiennent E. Quel que soit B appartenant à delta, vide appartient à B. Hein. Donc le vide appartient à T. Si X appartient à T, X appartient à B, vu que c'est l'intersection de tous les B, X appartient à B, quel que soit B appartenant à delta. D'accord? Mais B est une tribu sur E, donc son complémentaire appartient à B. Quel que soit B appartenant à T, donc X bar appartient à T. Quel que soit B appartenant à delta, pardon. Voilà. Donc X bar appartient à T. Si Xn est une famille de T, Xn appartient à B, quel que soit B appartenant à delta. Donc l'union des Xn, puisque B est une tribu, l'union des Xn appartient à B, quel que soit B appartenant à delta. Donc l'union des Xn appartient à T, donc T est bien une tribu. Alors pourquoi c'est la plus petite? C'est la plus petite tout simplement parce que si B est une autre tribu, est une tribu sur E qui contient E, alors il va se retrouver dans cette intersection. D'accord? B appartient à delta. Donc, comme il est dans cette intersection, ça veut dire que cette intersection est inclue dans B. Donc T est inclus dans B. D'accord? Donc ça montre bien que T, c'est la plus petite. Propriété, soit B une partie non vide de P de E. B est une tribu si et seulement si les trois conditions suivantes sont réunies. Pour AB appartenant à B, A inter B et A bar appartiennent à B. Et à chaque fois que Bn est une suite disjointe de B, l'union des Bn appartient à B. Donc si B est une tribu, on sait déjà que ça vérifie ça, hein, ça on l'a démontré, ça c'est dans la définition. Et puis pour une famille quelconque, on a ça, donc en particulier pour une famille disjointe. Bon, et puis évidemment, B est bien non vide, hein, puisque vide appartient à B de toute façon. Alors, maintenant la réciproque. La réciproque, donc ça on l'a. Il faut démontrer que vide appartient à B et que l'union d'une famille quelconque appartient à B. Je commence par la famille quelconque, c'est 0 égale B, 0. Et quel que soit n appartenant à une étoile, je pose Cn égale Bn moins l'union des B4 0 à n-1. Par exemple, C1 égale B1 moins B0. Je prends n différent de P, donc il y en a un qui est inférieur à l'autre, je choisis n inférieur à P. Alors je vérifie que Cn inter Cp est égal à vide. En effet, Cp c'est BP moins l'union des B4 de 0 à P moins 1. Il y a une erreur ici. Donc Cp inter l'union des BK de 0 à P moins 1 est égal à vide. Et Cn est inclus dans Bn. Cn est inclus dans Bn et donc et Bn fait partie de cette union. D'accord? Donc Cp inter Bn va être égal à vide. Voilà. Donc c'est bien une suite disjointe, la suite des CK. L'union des CK de 0 à n est toujours égale à l'union de 0 à n des BK, quel que soit n. Donc par récurrence, c'est évident pour n égale 0, puisque C0 égale B0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n. L'union des CK de 0 à n plus 1, c'est l'union des CK de 0 à n, union Cn plus 1. Donc ça, c'est égal à... alors Cn plus 1, c'est Bn plus 1 privé de ça. Et quant à l'union des CK de 0 à n, eh bien, j'ai supposé la propriété vraie à l'ordre n, je peux la remplacer par l'union des BK, que j'appelle x. Donc en fait, je me retrouve avec x union Bn plus 1 moins x. Et ça, je sais que ça fait x union Bn plus 1. Et x union Bn plus 1, c'est quoi? C'est ça, union Bn plus 1. Donc c'est l'union
des BK de 0 à n plus 1. D'accord? Et donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc elle est toujours vraie par le théorème de récurrence. Et donc on a toujours ça, quel que soit n appartenant à n. Enfin, quel que soit n appartenant à n, c'est n appartient à b. C'est vrai à l'ordre 0, puisque c'est 0 égale b0 qui appartient à b. Supposons que ces k appartiennent à b pour k allant de 0 à n. Cn plus 1 est égal à bn plus 1 moins x, où x est l'union des bk qui est égale à l'union des ck. Et l'union des ck, ça va appartenir à b parce que les ck sont 2 à 2 disjoints et qu'ils appartiennent à b pour k allant de 0 à n. D'accord? Donc le x, il appartient à b. Et donc, x bar aussi va appartenir à b. Alors Cn plus 1, c'est bn plus 1 moins x, ça va être bn plus 1 inter x bar. Ça appartient à b, ça appartient à b, donc le résultat appartient à b. La propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc toujours vraie, et donc tous les Cn appartiennent à b. D'accord? Et bien maintenant, je remarque que quel que soit n, l'union des bk de 0 à n est égale à l'union des ck de 0 à n, donc l'union de 0 à l'infini des bn égale l'union de 0 à l'infini des cn. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que ça appartient à b? Ben, ça appartient à b parce que les cn sont 2 à 2 disjoints et qu'ils appartiennent tous à b. Donc, ça appartient à b. Donc, je vois que pour une famille quelconque, parce qu'au départ, j'avais pris une famille quelconque, eh bien, l'union des bn de 0 à l'infini appartient à b. Et c'est ce que je voulais démontrer. Et il ne me reste plus qu'à démontrer que vide appartient à b. B n'est pas vide, donc il existe une partie, il existe x appartenant à b. Et je sais que si x appartient à b, x bar appartient à b. Et que x inter x bar va donc appartenir à b. Et donc que vide appartient à b. Donc ça y est, b est bien une tribu. Tribu borélienne. Eθ est un espace topologique qu'on appelle tribu borélienne Bθ, noté comme ça aussi l'attribut sur E engendré par la topologie θ. Donc c'est la plus petite tribu qui contient θ. Les éléments de Bθ sont appelés des boréliens. On a évidemment θ qui appartient à Bθ, donc les ouverts sont des boréliens. Et quel que soit U appartenant à θ, E moins U appartient à Bθ, puisque c'est une tribu. Donc les fermés sont aussi des boréliens. On considère sur R la topologie engendrée par l'ensemble IR des intervalles comme ça. On la note θR, plus petite topologie contenant IR, quel que soit X appartenant à θR, quel que soit U appartenant à θR et X appartenant à U. Il existe un intervalle X appartenant à IR tel que l'on est X appartenant à X inclus dans U. Donc U va être l'union des X pour X appartenant à U. Soit delta, l'ensemble dénombrable des intervalles de cette forme-là, Q moins 1 sur N, Q plus 1 sur N, Q appartenant à Qn appartenant à N étoile. Alors delta engendre θR, ce qui veut dire que tout ouvert est une réunion dénombrable d'intervalles appartenant à delta. En fait, tout ouvert, on va montrer, c'est pas la traduction là, delta engendre θR, en fait mieux que ça, tout ouvert est une réunion dénombrable d'intervalles appartenant à delta. On dit que delta est une base de topologie dénombrable de θ. Démonstration. Delta dénombrable parce qu'on a cette application naturelle. À Q à N, on fait Qn appartenant à Q3N étoile, on associe ça, donc c'est une bijection. Soit U un ouvert, X appartenant à U, il existe I appartenant à IR tel que X appartient à I inclus dans U. Si I égale à B, elle choisit n appartenant à n tel que 1 sur n est inférieur à 1 demi de l'inf de x moins a b moins x, donc n supérieur à 2 sur l'inf. Et donc on a cette configuration, q bar est égal à r, q est dans R. Donc on prend q appartenant à q tel qui est compris entre x et x plus 1 sur n. Et donc on va avoir x entre q moins 1 sur n, q plus 1 sur n. A il est inférieur à x moins 1 sur n, et x est inférieur à q, donc inférieur à q moins 1 sur n, qui est inférieur à x, qui est inférieur à q plus 1 sur n, et q plus 1 sur n va être inférieur. Alors q, il est inférieur à x plus 1 sur n plus 1 sur n, donc x plus 2 sur n, qui est inférieur à b, parce que j'ai choisi n comme ça. Voilà. Et donc j'ai x qui appartient à cet intervalle, que j'appelle ix, mais qui n'est pas unique,
qui est inclus dans AB inclus dans U. Donc comme U est inclus dans l'union des IX qui est inclus dans U, j'ai U qui est l'union des IX pour X appartenant à U. Delta est dénombrable. J'énumère comme ça les éléments de delta. Je les appelle delta K. Ce sont des intervalles de cette forme-là. Quel que soit X appartenant à U, il existe un Kx appartenant à N, tel que X est égal à delta Kx. Parce que X appartient à delta, c'est pour ça. Soit A l'ensemble des Kx, quand X varie dans U, c'est donc une partie de N, donc dénombrable, et U est égal à l'union des delta K pour K appartenant à A. Donc réunion dénombrable d'intervalles comme ça, ce qui veut bien dire que delta engendre θ R. Voilà. Et donc, c'est exactement ce que je voulais. L'attribut borélienne BR associé à la topologie θR, donc BR égale Bθr, est engendré par IR. On a même mieux, en fait, on a BR égale l'attribut engendré par IR égale l'attribut engendré par delta. Démonstration. Delta est inclus dans IR, puisque tous ces intervalles-là sont dans IR, est inclus dans θR. Donc l'attribut engendré par delta est inclus dans celle engendrée par IR, est inclus dans l'attribut engendré par θR, qui est BR. Soit U appartenant à θ, on vient de voir que U est une réunion dénombrable d'éléments de delta. Donc U appartient à l'attribut engendré par delta, quel que soit U appartenant à θR. Donc θR est inclus dans cet attribut engendré par delta. Donc l'attribut engendré par θR, c'est BR, va être inclus dans l'attribut engendré par delta. Mais comme on a ça, on en déduit que toutes ces tribus sont égales et c'est terminé. Enfin, définition, on appellera espace mesurable quand on a B une tribu sur l'ensemble E non vide, eh bien on appellera espace mesurable le couple EB. Exemple, si θ est une topologie sur E, E Bθ est un espace mesurable. Par exemple, R muni de l'attribut borélien. Remarque, IR, l'ensemble de ces intervalles, engendre θR et on sait qu'il engendre PR. On peut se poser la question, est-ce que ça c'est général? C'est-à-dire, est-ce que si E est un ensemble et θ une topologie sur E engendrée par une partie E, cette partie-là engendre-t-elle toujours l'attribut Bθ? Eh bien la réponse est non. Je prends E égale R. La partie, c'est l'ensemble des singletons de R. Toute partie de A est ouverte, car on peut toujours écrire que A, c'est la réunion pour X appartenant à A des singletons X. Et donc, θ égale P de R. Et donc, évidemment, l'attribut engendré par θ, ça doit être P de R aussi. Mais l'attribut engendré par E n'est pas P de R. Démonstration. On considère T inclus dans P de R, formé des parties vides, R, dénombrable de R, et complémentaire des dénombrables. Autrement dit, ce que doit posséder E, parce que tous ces éléments-là, tous ces singletons, ils sont dans E. Donc quand je fais une union dénombrable de ces éléments-là, j'obtiens une partie dénombrable de R qui doit être dans l'attribut. Et donc ces complémentaires doivent être aussi. Voilà. Donc en fait, je vais montrer que T est une tribu, en fait c'est exactement cette tribu-là, mais j'en aurais pas besoin. Montrons donc que c'est une tribu, soit D l'ensemble des parties dénombrables de R, donc par exemple Q en fait partie, D' les complémentaires de ces parties dénombrables. D'accord? Donc par exemple, si X est égal à Q, j'obtiens l'ensemble des irrationnels, il en fait partie. T est égal à vide, par des constructions, union R, union D, union D'. Vide R appartient à T, et si X appartient à T, R privé de X appartient à T, parce que R privé de vide est égal à R, R privé de R est égal à vide. R privé d'un élément de D, c'est un élément de D', R privé d'un élément de D', c'est un élément de D. Soit, parce que là, D', les complémentaires des éléments de D', c'est évidemment les éléments de D. Soit Xn est une suite de T, X égale l'union des Xn. X, supposons que X soit différent de vide et R. Alors, c'est vide quand tous les Xn sont vides, puis c'est R quand un des Xn est égal à R. Bon, c'est sans intérêt. De toute façon, dans les deux cas, ça appartient à T. A, l'ensemble des n tels que Xn appartient à D, et donc j'ai X, c'est donc A est dénombrable. Donc X égale l'union des Xn, n appartenant à A, que j'appelle Y.
union des xn, n appartenant à bar, qui lui aussi est dénombrable, et ça, j'appelle ça z. Donc si A est différent du vide, Y appartient à D, et Y, c'est une réunion dénombrable, l'ensemble dénombrable, donc c'est un ensemble dénombrable de R, et donc il appartient à D. Et si A est différent de N, donc N appartient à un bar, qui est dénombrable, alors Xn va être un R moins Yn, où Yn, c'est en fait le complémentaire de Xn, appartient à D. Donc Z égale l'union des R privés de Yn égale R privé de l'union des Yn, N appartenant à un bar. Bon, ça c'est une union dénombrable de dénombrable, donc c'est dénombrable. Et donc R moins dénombrable, ça appartient à D'. Voilà. Donc X finalement va être égal à vide, ou R, ou un élément de D, ça c'est quand A vaut N, ou un élément de D' quand A vaut vide, ou bien sinon la réunion d'un élément de D et d'un élément de D'. Regardons. Donc dans ces cas-là, ça y est, on reste dans T. Est-ce qu'on est dans T dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, j'ai complémentaire de X égale complémentaire de Y, complémentaire de Z. Complémentaire de Z est dénombrable. L'intersection est inclue dans un dénombrable, donc elle est vide ou dénombrable. Donc elle va, si elle est vide, elle appartient à T. Si elle est dénombrable, elle appartient à T. Donc X, qui est le complémentaire de ça, va être égal à R ou à D', ou va appartenir à D' en tant que complémentaire d'un élément de D. Dans tous les cas, on a donc l'union des Xn qui appartient à T, donc est une tribu en réalité. Voilà ce que j'ai démontré. Hein. J'ai démontré que... Alors, en fait, j'ai démontré ça. J'ai démontré ça, alors qu'en fait, c'est égalité ici. Donc, ça, c'est inclus dans T. Bah, évidemment, ça, c'est les parties dénombrables. Hein. Donc, ça, c'est inclus dans T. Donc, évidemment, on sait qu'on a ça. Hein. Mais ça, bah, en réalité, hein, je dis c'est égal. Mais T n'est pas égal à P de R. Et du coup, ça ne sera pas égal à P de R. Pourquoi est-ce que T n'est pas égal à P de R? Bah, je prends 0,1 par exemple. Il n'appartient pas à T parce qu'il n'est pas vide, il n'est pas égal à R. Et puis, il n'appartient pas à D parce que 0,1 évidemment n'est pas dénombrable. Et en même temps, 0,1 n'appartient pas à D'. Hein. J'ai mis D'. Il n'appartient pas à D' parce que le complémentaire de 0,1 c'est ça. Et puis, bon, bah, là c'est pas dénombrable non plus. Donc finalement, j'obtiens que ça c'est pas égal à P de R. Et donc la partie engendrée par E n'est pas égale à Bθ, d'où le résultat. Remarque, la question inverse, c'est plus simple. Hein. Ça engendre BR, mais évidemment, ça n'engendre pas θR. D'accord? Je vais dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui engendre l'attribut borélienne, mais est-ce qu'elle engendre la topologie? Bah, non, dans ce cas-là. Parce que si je prends moins 1, 1, c'était un ouvert de R, hein, et 0 appartient à ça, il est clair que si ça engendrait, on pourrait mettre 0 dans un intervalle A plus l'infini qui serait inclus dans moins 1, 1. Donc clairement, c'est impossible. Remarque que tout ouvert U de R est une réunion dénombrable disjointe, cette fois-ci, d'intervalle ouvert de R, borné si U est borné, mais pas nécessairement borné si U n'est pas borné. Donc ce n'est pas la même propriété que celle qu'on a vue tout à l'heure, où les intervalles étaient systématiquement bornés, mais par contre la réunion n'était pas disjointe. Démonstration, donc toujours dans le cas où l'ouvert est non vide, sinon ça n'a aucun intérêt. Pour X appartenant à U, il existe un intervalle de ce type inclus dans U parce que U est ouvert, soit X le plus grand intervalle de R contenant X dans U, ce qu'on appelle une composante connexe. On pourrait aller un tout petit peu plus vite si on utilisait les résultats des composantes connexes. Je ne le fais pas, mais voir le cours de topologie. La réunion de tous les intervalles inclus dans U et contenant X est un intervalle parce que chacun contient X. Donc 2 à 2, l'intersection n'est pas vide, donc on obtient un intervalle. C'est donc le plus grand intervalle qui contient X, donc c'est Ix, et tout intervalle contenant X est inclus dans X, c'est classique ça, comme raisonnement. Soit Y appartenant à X, alors Y appartient à U,
Donc il existe un intervalle de ce type incluant U. Alors si je prends la réunion de ces deux intervalles, c'est un intervalle parce qu'il contient Y qui appartient, car Y appartient aux deux, voilà c'est ça. Et X contient X, puisque X appartient à X. Donc en fait, j'ai un intervalle qui contient X, donc il va être égal à, il va être inclus dans X. Voilà, il va être inclus dans X qui est le plus grand. Hein. Mais comme X est inclus évidemment dans ça, on en déduit que X est égal à ça. Donc en fait, directement, je peux écrire que X est égal à ça. Et donc ça veut dire que cet intervalle-là va être inclus dans X, et donc quel que soit Y appartenant à X, j'ai pu trouver un intervalle de ce type inclus dans X, ça veut dire que X est ouvert. Supposons que Y maintenant appartienne à X. X est un intervalle de grand R inclus dans U, alors X est inclus dans U et contenant Y, hein, puisque Y appartient à X. Donc X va être inclus dans Y. De même, Y va être inclus dans X, donc ils sont égaux. Soit Y appartenant pas à X maintenant. Alors X inter Y est égal à vide, sinon on aurait Z qui appartiendrait à X inclus dans Y, donc il appartiendrait à X, donc IZ serait égal à X, et donc il appartiendrait à Y, et IZ serait égal à Y. Donc X serait égal à Y, alors Y qui appartient à Y appartiendrait à X. Alors Y n'appartient pas à X. Donc X inter Y est égal à vide. Voilà. Donc quel que soit X appartenant à U, X appartient à U. Et donc U est égal à l'ensemble des X appartenant à U est égal à la réunion des IX, X appartenant à U. Et donc je considère delta l'ensemble des IX, X appartenant à U. Donc ça veut dire que U est la réunion des I appartenant à delta, et comme on a vu que si X était différent de Y, X inter Y était égal à vide, là les I qui sont tous différents maintenant dans cet ensemble-là, quand je les prends comme ça, ils sont différents, donc ils sont tous 2 à 2 disjointes, j'ai une réunion disjointe. Voilà. Pour chaque I appartenant à delta, on choisit QI appartenant à I inter Q, parce que I est un ouvert et que Q est dense dans R. On définit donc, axiome du choix, une fonction f qui a I appartenant à delta associe QI appartenant à delta. Elle va être injective parce que si J appartient à delta et que I est différent de J, alors on a vu que I inter J est égal à vide. Donc comme QI appartient à I et QJ appartient à J, et que I inter J est égal à vide, QI ne peut pas être égal à QJ. Donc f réalise une bijection de delta sur delta prime égale f delta, et comme ça c'est inclus dans Q, delta prime est dénombrable. De plus, quel que soit Q appartenant à delta prime, le Q en question est un f de I appartenant à delta, et donc comme Q appartient à I est égal à IQ. Donc là, j'ai ma réunion disjointe d'éléments I de delta, qui va être une réunion pour Q appartenant à delta prime et IQ. Donc c'est une réunion dénombrable et disjointe d'intervalles ouverts, d'où le résultat. Rappel sur les topologies produits. EI, θI, n espace topologique. La topologie produit qu'on notera θ égale produit comme ça des θi sur l'espace E égale produit des EI. Et par définition, la plus petite topologie qui contienne l'ensemble R des rectangles qui sont de cette forme où EI appartient à θi. R est une base de topologie de θ et θ est engendré par R. Si chaque EI admet une base de topologie XI, donc XI appartient à P de I. Alors, l'ensemble R' des rectangles de la forme pi de EI, mais cette fois-ci avec UI appartient à XI, est une base de topologie de E. Et la topologie engendrée par R', θ est la topologie engendrée par R', c'est-à-dire la plus petite topologie contenant R'. Démonstration soit U appartenant à θ, donc U un ouvert. R est une base de topologie, ça veut dire que chaque X appartenant à U, pour chaque X appartenant à U, il existe donc un rectangle comme ça,
tel que X appartient à ce rectangle inclus dans U. Bon, ce qui veut dire que chaque XI appartient à UI. Et donc pour lui-même, puisque UI est une base de puisque XI est une base de topologie de θI, eh bien il existe W appartenant à XI tel que XI appartient à W, I inclus dans UI. Donc X va, qui est X1 jusqu'à Xn, va appartenir à ça, inclus dans U. Et ça montre que R' engendre la topologie θ. Alors maintenant, si T est la topologie engendrée par R', c'est-à-dire la plus petite topologie qui contient R', alors ce qu'on vient de démontrer, c'est que θ est inclus dans T. Mais R' est inclus dans R. Donc la topologie engendrée par R' est incluse dans la topologie engendrée par R. Ce qui veut dire que T est inclus dans θ, et donc T est égal à θ. Soit Pθ, la tribu borelienne associée à la topologie θ sur E, ça veut dire la tribu borelienne engendrée par θ. Donc Bθ engendré par θ. R' est inclus dans R, inclus dans θ. Donc la topologie engendrée par R' est inclue dans celle engendrée par R, inclue dans celle de θ. On n'est pas assuré, d'avoir cette relation. D'accord? On a Bθ est engendré par θ, mais pas forcément par R. Mais si chaque θi admet une base xi de topologie dénombrable, on dit que θi est à base de topologie dénombrable, alors Pθ va être la tribu engendrée par R' et va être la tribu engendrée par R. Donc, puisqu'on a déjà ça, il suffit de démontrer que Bθ est inclus dans R'. Donc je considère delta l'ensemble des rectangles de cette forme. Donc il est dénombrable. Alors pourquoi est-il dénombrable? Parce que les xi sont dénombrables. Et que là, on a un produit de n, éléments qui appartiennent à des ensembles dénombrables. Donc delta est dénombrable et je vais le renommer comme ça parce que ça va être plus simple. Donc c'est l'ensemble des delta k appartenant à n. On a vu que delta engendre la topologie θ. Quel que soit x appartenant à U, il existe un kx appartenant à n, d'accord, tel que x va appartenir à ce delta kx inclus dans U, et on a U qui va être l'union des delta kx, x appartenant à U. Si je prends y, l'ensemble des delta kx, x appartenant à U, bon, c'est un ensemble de delta k, donc il va être inclus là-dedans, dans delta. Donc il va être dénombrable, et U est une union de I pour I appartenant à Y, d'accord, qui est dénombrable. Donc c'est une union dénombrable d'éléments R' qui appartiennent, d'éléments R'. C'est ça? Voilà, c'est ça. I appartenant à Y. Donc ça veut dire que U, oui, alors c'est ça qui est important, union dénombrable. Donc ça veut dire que comme chaque élément I là est dans R', eh bien U va appartenir à la tribu engendrée par R'. D'accord? Parce que en fait, dans les tribus, il faut avoir des unions dénombrables. D'accord? Et au départ, avec les ouverts, on n'a pas des unions dénombrables. Là, on a une union dénombrable. Donc U, on peut affirmer, appartient à R', quel que soit U appartenant finalement à la topologie θ. Donc θ est inclus dans R'. Et donc la tribu engendrée, c'est-à-dire Bθ, va être inclus dans celle de R'. Mais comme on avait ça, et que ça c'est inclus là-dedans, on en déduit que Bθ est égal à la tribu engendrée par R et à la tribu engendrée par R', tout le résultat. Soit BRN, alors on le note comme ça, la tribu borelienne associée à Rn. En fait, on se met dans le cas où chaque EI θI c'est RBR. Voilà. Et donc là, on a la tribu borelienne. Donc en fait, les ouverts ici sont des ouverts de Rn. D'accord? Alors, comme R est à base de topologie dénombrable, c'est-à-dire qu'il est recouvert, la base de topologie dénombrable elle est comme ça, hein, c'est l'ensemble des Q1 sur N, Q appartenant à Q, N appartenant à une étoile. Eh bien, on en déduit que l'ensemble R',
des produits des IK de 1 à n quand IK appartient à X. Donc, eh bien, on en déduit, c'est le même R' que tout à l'heure. Et l'ensemble R, des rectangles qui sont comme ça, alors cette fois-ci avec des intervalles quelconques, d'accord, ce qui engendre R, eh bien, on sait que ça engendre l'attribut BRN. Parce que ici, on a exactement l'ensemble R, puisque la topologie sur R, c'est celle qui est engendrée par ces intervalles, d'accord? Voilà. Et donc, BRN est engendré par les rectangles produits de 1 à n des AK, BK, par l'ensemble de ces rectangles. Mais aussi par l'ensemble de ces rectangles-là. Mais c'est surtout ça qu'on va retenir. On sait que l'ensemble P des pavés ouverts bornés de Rn engendre BRN. L'ensemble PF des pavés fermés bornés, l'ensemble B0 des boules ouvertes et l'ensemble BF des boules fermées, tous dans Rn, engendre BRN. Démonstration d'abord pour les pavés fermés bornés. Donc de cette forme-là, on peut toujours les écrire sous cette forme de cette intersection-là. Or ça, ce sont des ouverts, d'accord? Ils appartiennent à l'ensemble des pavés. Donc en fait, ça va donc appartenir à BRN, puisque P engendre BRN. Donc PF est inclus dans BRN, et donc l'attribut engendré par PF est incluse dans l'attribut BRN. X est égal, maintenant je prends un élément de P, donc un pavé ouvert, eh bien je peux l'écrire comme réunion de pavés fermés, et en prenant simplement n à partir de A, enfin de A plus 1 d'ailleurs, avec A supérieur à la partie entière de 2 sur BI moins I, parce que la largeur de cette... Enfin, il faut que AI plus 1 sur n soit inférieur à BI moins 1 sur n, je vous laisse regarder ça. Donc, finalement, ben, je m'aperçois que ça appartient bien à... Ça, c'est des éléments de PF, et donc la réunion appartient à l'attribut engendré par PF. Donc, c'est-à-dire que P est inclus dans cette tribu. Et donc, l'attribut qu'il engendre, c'est-à-dire BRN, va être inclus dans PF. Donc, la double inclusion me donne l'égalité. Petit 2, si je prends une boule ouverte, donc ça va être ça, je suis avec la norme euclidienne, X appartient à θRn, bah oui, puisque c'est une boule ouverte, c'est un ouvert, donc X appartient à BRN, donc B0 est inclus dans BRN, et donc l'attribut engendré par B0 est inclus dans BRN. Soit alors, θRn est une base de topologie dénombrable. Cette base, c'est l'ensemble de ces boules ouvertes, d'accord? Xi appartenant à Q, N appartenant à N étoile. Si X appartient à P, alors X est ouvert, donc est une réunion, ah oui, parce que les pavés ouverts, c'est des ouverts, donc c'est une réunion dénombrable d'éléments de delta, donc il peut s'écrire comme ça. Comme les BI appartiennent à B0, c'est des boules ouvertes, X appartient à l'attribut engendré par B0. X, c'était quoi? C'était un élément de P. P donc est inclus dans cette tribu. Et donc, l'attribut engendré par P, c'est-à-dire BRN, va être inclus dans B0. Et donc là encore, la double inclusion me donne l'égalité. Petit 3, je prends X égale BF, donc ça va être ça. Il est fermé, donc il appartient à BRN. BF est donc inclus dans BRN, donc l'attribut engendré par BF est inclus dans BRN. Soit X appartenant à B0, donc une boule ouverte, ça va être une union de boules fermées de ce type-là. Pour K supérieur ou égal à A, alors là, il faut que R moins 1 sur K soit positif, donc 1 sur K soit inférieur à R, et que donc K soit supérieur à la partie entière de 1 sur R. D'accord? Donc X, je m'aperçois qu'il appartient, ça ce sont des éléments de BF, donc X appartient à l'attribut engendré par BF. Donc B0 est inclus dans l'attribut engendré par BF. Mais on vient de voir que, donc on en déduit que l'attribut engendré par B0, c'est-à-dire BRN, va être inclus dans l'attribut BF. Donc là aussi, la double inclusion me donne que BRN est l'attribut engendré par BF. Espaces R bar, θ R bar et R bar plus, θ R bar plus sont des espaces topologiques à base de voisinage dénombrable.
Donc la base dénombrable pour R bar, c'est ça, c'est cet ensemble-là d'intervalles. Donc n appartient à n ou à n étoile et q est un nombre rationnel. Et x R bar plus, c'est celui-là. Bon, on voit bien qu'ils sont calqués sur l'ensemble IR bar. Alors l'ensemble IR bar qui engendre la topologie θ R bar, lui c'était moins l'infini A, AB, et puis A plus l'infini. Et pour R bar, bah, c'était 0A, AB et A plus l'infini. Donc c'est calqué dessus. La démonstration, elle est identique au cas réel, c'est-à-dire qu'on prend un univers x appartenant à U, je fais juste le début. Si x appartient à R, il appartient à un intervalle de ce type, et donc je peux mettre cet intervalle à l'intérieur. Si x est égal à plus l'infini, bah, plus l'infini appartient à un intervalle de ce type qui est un intervalle en fait A plus l'infini qui est inclus dans U, mais évidemment en prenant n supérieur à A, n entier, j'obtiens ça. Et pour moins l'infini, bah, je fais exactement pareil. Et pour R bar plus, alors c'est pareil, il y a juste le cas 0. Pour le cas 0, on sait que x appartient à un 0a, bah, là je prends n assez grand. Pour avoir x appartient à 0, 1 sur n, inclus dans 0a, inclus dans n. Voilà. Et comme x R bar et x R bar plus sont dénombrables, on obtient le résultat. Conséquence, si b R bar à la puissance n, pour n supérieur ou égal à 2, désigne l'ensemble des boréliens de R bar à la puissance n associés à la topologie θ de R bar puissance n, alors B R bar puissance n est engendré par l'ensemble des rectangles pi, les rectangles donc c'est les pi pour k égale 1 à n des ik, où ik appartient à x R bar. Et B R bar à la puissance n va être engendré par l'ensemble des rectangles pi de 1 à n des ik, où ik appartient à I R bar, oui, parce qu'il est engendré par les deux, c'est-à-dire des rectangles qui sont produits d'éléments qui appartiennent à ça, ou bien des rectangles qui sont produits d'éléments appartenant à I R bar, hein, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, des AB, des moins l'infini là, et des A plus l'infini. Si B R bar plus à la puissance n désigne l'ensemble des boréliens de R bar plus à la puissance n associés à la topologie θ R bar plus à la puissance n, alors B R bar plus à la puissance n est engendré par des rectangles qui sont des pi de 1 à ik, où ik appartient à R bar plus à x de R bar plus voilà, et B R bar plus à la puissance n est engendré par l'ensemble des rectangles où ik appartient à I de R bar plus. Enfin, I de R bar plus, c'était les 0A, les AB et puis les A plus l'infini. Voilà, il n'y a rien à faire parce que ça découle d'un théorème que nous venons de voir. Donc, remarque que tout ouvert non vide de Rn, hein, n supérieur ou égal à 2, peut s'écrire comme réunion finie ou dénombrable d'éléments de cette forme qu'on va appeler des rectangles ouverts. Alors, avec AK, BK appartenant à R, AK inférieur à BK. Démonstration, on considère grand X l'ensemble des produits des IK pour K allant de 1 à N, IK appartenant à grand A, où grand A c'est l'ensemble des intervalles de cette forme-là, qui est dénombrable parce que bon, il y a une bijection évidente hein, qui a de Q croix N étoile vers ça, qui a Q N associe à cet intervalle. Donc il est dénombrable, donc grand X aussi va être dénombrable. Si je prends U non vide ouvert de R puissance N, quel que soit X appartenant à U, il existe AK, BK appartenant à R, tel AK inférieur à BK, et X appartient à un rectangle ouvert qui est inclus dans U. Et on a vu qu'il existe une suite IK, enfin qu'il existe IK, donc K compris entre 1 à N appartenant à A, tel que si les coordonnées de X c'est ça, bien XK va appartenir à IK qui sera inclus dans AKBK. Donc X va appartenir à JX qui sera le produit des IK, hein, d'accord, et qui va donc être inclus dans I.
hein, puisqu'il est inclus là-dedans, donc il va être inclus dans I. Donc X appartient à JX qui est inclus dans U. Donc si je prends delta l'ensemble des JX, X appartenant à U, eh bien il va être inclus évidemment, delta c'est l'ensemble des JX, donc il va être inclus évidemment dans X qui est dénombrable, donc delta va être dénombrable, et U qui est l'ensemble des X appartenant à U va être inclus dans l'union des J, ou pour J appartenant à delta, qui est inclus dans U. Donc en fait, je vais avoir que U est l'union des J appartenant à delta, et comme delta était dénombrable, c'est terminé. Mais contrairement aux ouverts de R, on n'est pas sûr que cette union est une union disjointe de rectangle ouvert. Et en fait, elle ne l'est pas. On va donner un exemple dans R2 avec la boule ouverte de rayon de centre 0 et de rayon 1. Supposons qu'elle soit réunion dénombrable de rectangles. Alors c'est évident hein, sur un dessin qu'on ne peut pas remplir ça avec des rectangles. Ça provient en fait des bords des rectangles. Hein, mais bon, quand on veut raconter vraiment en détail pourquoi ça ne marche pas, c'est plus compliqué. Hein. Soit R, donc le rectangle qui contient O, donc A a pour coordonnées BD et D a pour coordonnées BC, avec A inférieur à 0, inférieur à B, C inférieur à 0, inférieur à D. La droite OX va couper AB en I. Donc elle coupe AB en I, qui a pour coordonnées donc B0, puisque les deux là ont pour abscisse B. Prenons N supérieur à 1 sur B. Les points B moins 1 sur N0 sont dans cet intervalle, sont dans R, hein, donc inclus dans B. Et donc, la norme de ces points-là, c'est valeur absolue de B moins 1 sur N, mais comme N est supérieur à 1 sur B, c'est B moins 1 sur N, et B moins 1 sur N est inférieur à 1, et quand N tend vers plus l'infini, ça me donne que B est inférieur ou égal à 1. Alors B est différent de 1, parce que si B était égal à 1, AI serait tangente au cercle. Serait tangente au cercle, et donc M, le milieu de AI, sera à l'extérieur du cercle, parce que OM est supérieur à 1, il suffit de faire Pythagore, et ici j'ai 1. Donc je considère le point M de coordonnées 1, puisque j'ai supposé ici que B valait 1, et puis là je vais prendre D sur 2. D c'est ici, donc là je prends D sur 2. M, 1, D sur 2, on prend P, le vecteur qui est égal à OM divisé par sa norme, donc lui il va être sur le cercle, d'accord, et il va avoir pour coordonnées donc ça. Et donc son XP, parce que OM est supérieur à 1, donc son XP va être entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0 et B, son YP entre 0 et D, donc il appartient, le point P, au rectangle, mais sa norme est égale à 1, donc il n'appartient pas à B. Donc il y a une contradiction, donc ça veut dire que B est inférieur à 1, donc I appartient à B. Hein, le I ici, il appartient à la boule. Mais il n'appartient pas au rectangle, hein, parce que ici est égal à B. Donc il va appartenir à un autre rectangle, si on suppose que B est réunion dénombrable de rectangles disjoints, j'aurais dû dire ça, disjoints. Eh bien, il va appartenir à un autre rectangle de l'union. Et cet autre rectangle, je vais l'apprendre, je vais l'appeler A'B' croix C'D', et donc le point O étant dedans, va vérifier ça. Et puis B, forcément, va être entre A' et B'. Donc on prend N assez grand pour que B moins 1 sur N soit positif, donc on prend N supérieur à 1 sur B, et puis on prend comme ordonnée 0, d'accord, et puis on veut que A' soit inférieur à B moins 1 sur N, et donc là il suffit de prendre N supérieur, je vais passer de l'autre côté, à B à 1 sur B moins A', hein, ce qui est tout à fait possible. Et à ce moment-là, je vais avoir M qui appartient à R inter R', hein, et donc ça voudrait dire, hein, je vous laisse vérifier, c'est évident, que R inter R' n'est pas vide.
Or, c'est en contradiction avec le fait que j'avais une réunion des nombres disjointes. D'où le problème. Voilà. Donc la conclusion, c'est que on peut recouvrir par des rectangles ouverts, mais on n'est pas assuré d'avoir un recouvrement 2 à 2 disjoint. Remarque, soit E un ensemble non vide. Alors, l'attribut engendré par vide, c'est l'ensemble vide et E. L'attribut engendré par E aussi. Si B est une tribu sur E, alors l'attribut engendré par B, c'est B. Donc, dans le cas particulier où B est égal à l'attribut P de E, l'attribut engendré par P de E, c'est P de E. Si X, Y sont inclus dans P de E, et que X est inclus dans Y, alors la partie engendrée par X est incluse dans la partie engendrée par Y. Alors, pour le premier et le deuxième, c'est évident, parce que les tribus, elles contiennent forcément vide et E, qui est une tribu. Donc, la plus petite qui contient vide et la plus petite qui contient E, c'est forcément celle-là. Petit 3, donc B est une tribu sur E. La tribu engendrée par B, c'est la plus petite tribu qui contient B. Alors, il y en a une tribu qui contient B, c'est B. Donc, on a nécessairement tribu engendrée par B qui est égale à B, puisqu'on veut la plus petite. Petit 4, on applique ça à B égale P de E. Donc, comme on a tribu engendrée, parce que P de E est une tribu, donc si je remplace B par P de E, ça nous donne bien ça. Petit 5, X est inclus dans Y. La partie engendrée par Y, elle va contenir Y, donc contenir X. Donc, la partie engendrée par Y, c'est une tribu. C'est une tribu qui contient X. Donc, elle contient la tribu engendrée par X. Donc, la tribu engendrée par X est incluse dans la tribu engendrée par Y. Les ensembles suivants engendrent la tribu BR, donc la tribu BR qui est l'attribut engendré par les ouverts de R. Alors, l'ensemble IR, ça on l'a vu avant, on a vu que l'attribut engendré par IR c'est BR. L'ensemble I1 des intervalles de cette forme, A et B, alors partout là, A et B sont des réels, A inférieur strictement à B. I2, I3, I4, I5, I6, I7. Chacun d'entre eux engendre BR. Alors, on ne va pas tous les faire. Ça, déjà fait. Si je prends celui-là, un ensemble comme ça, c'est l'ensemble ouvert union B. Ça, c'est un ouvert. Et ça, c'est un fermé. Les deux sont des boréliens. Donc, ça veut dire que I1 est inclus dans BR. Donc, la tribu engendrée par I1 va être inclus dans la tribu engendrée par BR, c'est-à-dire BR. Donc, voilà. Alors maintenant, B étant supérieur à A, si on prend N supérieur à 1 sur B moins A, on va avoir l'ensemble ouvert AB qui est égal, l'intervalle ouvert AB qui est égal à l'union de N, enfin, c'est un classique ça, je ne le redémonte pas, c'est évident, de N à plus l'infini des intervalles A, B moins 1 sur N, mais semi-ouvert. D'accord ? Alors ça appartient à I1. Donc ça appartient à la tribu engendrée par I1. Donc, tous les éléments comme ça, tous les éléments de I, alors c'est I combien ça? Tous les éléments de IR, voilà, appartiennent donc à la partie engendrée par I1. Donc, le IR est inclus dans l'I1, si vous voulez. Donc, la partie, l'attribut engendré par IR va donc être incluse dans l'attribut engendré par I1. Et donc, ça veut dire que BR, parce que la partie engendrée par IR, c'est BR. BR est inclus dans la partie engendrée par I1. Donc, on a la double inclusion, donc l'égalité. Alors, j'en prends un autre, j'ai choisi celui-là, j'aurais pu prendre celui-là.
Donc ici, là, il s'agit d'un ouvert qui appartient à θr, donc I7 est inclus dans θr. Et donc la partie engendrée par I7, hein, l'attribut engendré par I7, est inclus dans l'attribut engendré par θr, c'est-à-dire BR. Maintenant, si je prends ça, c'est égal à A plus l'infini moins B plus l'infini. D'accord? Donc tout intervalle comme ça, c'est-à-dire de I, ça c'était quoi, de I1, appartient finalement à l'attribut engendré par I7, parce que l'attribut, ça appartient à I7, ça aussi. Donc ça appartient à l'attribut engendré par I7. Donc I1 est inclus dans l'attribut engendré par I7, donc quand on passe au tribut engendré par, ça nous fait ça. Et donc ça me fait que I1 c'était BR, l'attribut engendré par I1, est inclus dans I7, et donc avec ces deux égalités, ces deux inclusions, on a l'égalité. Le reste se fait de la même façon. Tribut réciproque, on a une application de x vers y, b une tribu sur y, f-1 de b. Alors ça c'est une notation. Hein. La définition c'est l'ensemble des f-1 de petit b appartenant à grand B. C'est une tribu sur x, de plus si A est inclus dans P de Y, et si A engendre B, alors, donc ça veut dire ça, alors F-1 de A, alors c'est le même genre de définition, hein, c'est-à-dire F-1 de A, c'est les F-1 de grand X, grand X appartenant à A, hein, engendre l'attribut F-1 de B. Ça c'est des notations. Donc, démontrons la première partie. Vide appartient à B, F-1 de vide égale vide, donc vide appartient à F-1 de B. Ça, c'est évident. Si A appartient à F-1 de B, alors A égale F-1 d'un petit b où B appartient à grand B. X-A est égal à ça, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire l'ensemble des X appartenant à X, tel que F de X appartient à Y moins B, donc c'est F-1 de Y moins B. Mais comme B appartient à B qui est une tribu Y-B appartient aussi à B, et donc j'en déduis que X-A appartient à F-1 de B. Si Xn est une famille d'éléments de F-1 de B, alors quel que soit n, Xn est un F-1 de Yn où Yn appartient à B, et j'ai union des Xn égale union des F-1 de Yn égale F-1 de l'union des Yn appartient à F-1 de B parce que l'union des Yn appartient à B parce que B est une tribu, donc F-1 de B est une tribu puisqu'elle vérifie toutes les conditions, les trois conditions pour être une tribu. Maintenant, si A engendre B, A est inclus dans B. Donc F-1 de A, c'est-à-dire F-1 de A, j'entends avec la définition que j'ai donnée ici, hein, c'est-à-dire F-1 de chaque élément qu'il y a dans grand A est inclus dans F-1 de chaque élément qu'il y a dans grand B. D'accord ? Donc ça nous fait ça, et donc la tribu engendrée par F-1 de A, donc je la note T, va être inclus dans la tribu engendrée par F-1 de B, mais F-1 de B c'est une tribu, donc la tribu engendrée c'est elle-même. Soit T' égale l'ensemble des U inclus dans Y, tel que F-1 de U appartient à T. Montrons que c'est une tribu sur Y. Bon, c'est toujours pareil, bien vide appartient à Y et F-1, alors vide est inclus dans Y, pardon. Et F-1 de vide est égal à vide, et vide appartient à T, comme à toutes les tribus, donc vide appartient à T' par définition. Si U appartient à T', U est inclus dans Y, F-1 de U appartient à T, donc X moins F-1, alors, donc X moins F-1 de U appartient à T, puisque c'est une tribu, F-1 de Y moins U, maintenant je m'intéresse, parce que c'est lui qui doit être dans T'. C'est l'ensemble des X tel que F de X appartient à Y moins U, c'est-à-dire l'ensemble des X tel que F de X n'appartient pas à U, c'est-à-dire l'ensemble des X tel que X n'appartient pas à F-1 de U, donc c'est grand X moins F-1 de U qui appartient à T, donc Y moins U appartient à T'. Pour la suite de T', c'est toujours pareil, hein. On a F-1 de UN qui appartient à T quel que soit N, donc l'union de F-1 de UN appartient à T, et l'union des F-1 de UN c'est ça, et donc j'en déduis que l'union des UN appartient à T', qui est donc une tribu. Si B appartient à A, alors F-1 de B appartient à F-1 de A, c'est évident, donc F-1
de grand B, non, donc f-1 de B appartient à T. D'accord? Donc f-1 de B appartient à T. Je rappelle que T, c'est ici, c'est ça. D'accord? T, c'est l'attribut engendré par f-1 de A. Donc ça contient f-1 de A. C'est pour ça que f-1 de B appartient à T. Donc, ça veut dire que si B appartient à A, B appartient donc à T', puisque f-1 de B, f-1 de B appartient, voilà, c'est là, appartient à T. Donc, si B appartient à A, B appartient à T'. Donc, grand A est inclus dans T'. Donc, ce qu'il engendre va être inclus dans l'attribut dans l'attribut T'. Donc, et ce qu'il engendre, c'est B. Donc, B est inclus dans T'. Donc, alors, B est inclus dans T'. Donc, ça veut dire que ici, si je mets un élément petit b de grand B, hein, donc il est inclus dans rival, bien sûr, f-1 de B va appartenir à T. Donc, ça veut dire que f-1 de grand B est inclus dans T, hein, puisque ça marche pour tous les éléments de B. Mais grand T, il est inclus dans f-1 de B, ça je le sais, c'est ici. D'accord? Donc, il y a égalité, et donc... ça veut dire que A engendre bien f-1 de B. Tout le résultat. Trace d'une tribu, tribu induite. B est mesurable, F inclus dans E. Alors BF égale l'ensemble des B inter F pour B appartenant à grand B est une tribu sur F, appelée trace de grand B sur F, ou bien tribu induite par B sur F. De plus, si F appartient à B, alors BF est inclus dans B. BF est égal à l'ensemble des petits b appartenant à grand B tel que B est inclus dans F. Et si X est inclus dans F, dire que X appartient à BF, ça équivaut à dire que X appartient à B. On démontre tout ça en prenant l'injection canonique de F vers E, et on remarque que l'ensemble des B inter F, B appartenant à B, c'est l'ensemble des I-1 de B, B appartenant à B. Donc c'est ce que j'ai noté, I-1 de grand B, et je sais que c'est une tribu sur F. Si F appartient à B, alors si petit b appartient à grand B, ben F inter B appartient automatiquement à grand B. Donc je vais avoir que BF est inclus dans l'ensemble des des petits b appartenant à grand B, B inter B inclus dans F. Voilà, puisque B inter F est une partie de B. D'accord? Donc j'ai bien ça qui est inclus dans ça. Si X... donc j'ai cette égalité, d'accord. Si X maintenant appartient, alors en fait ça c'est, je tourne en rond en faisant ça, mais bon c'est pas grave. Si X appartient à cet ensemble, X est inclus dans F et X appartient à B, et donc comme il est inclus dans F, X est égal à X inter F, hein, d'accord. Donc en fait, cet ensemble, donc il va appartenir à, donc X va appartenir à BF. Voilà, ça j'ai oublié de l'écrire, hein. Donc, X appartient à BF. Voilà. Donc, en fait, j'ai l'ensemble, cet ensemble-là, qui est inclus dans celui-là, et donc j'ai l'égalité. C'est-à-dire que j'ai bien BF qui est égal à l'ensemble de ça. Alors maintenant, si je prends un X inclus dans F, hein, donc ça sera automatiquement vérifié. Donc, pour appartenir à BF, il suffira d'appartenir à B. Donc, X appartient à BF, ça équivaut à grand X appartient à B. C'est terminé.